ça ne sera pas une vidéo longue. On va juste voir, les différents éléments que je pense qui seront intéressants cette semaine. Voilà, on va pas prendre assez du temps, ça ne sera pas une vidéo longue comme d'habitude. Et donc tout de suite, on va entrer dans le vif du sujet. Mais comme d'habitude, avant de commencer, n'oublie pas de liker, de t'abonner, ça fait plaisir et ça donne la force. Alors, on va commencer avec ce qui s'est passé ce week-end. On a eu un accord entre les États-Unis et l'Europe. Ça, c'est dans mon article d'hier que j'ai écrit. Je vais pas revenir sur ça. Vous pouvez le voir un peu partout, hein. Vous pouvez le lire un peu partout. Mais déjà, l'accord qu'on a eu, c'est quoi? C'est que l'Europe a accepté 15%, voilà, sur la plupart des exportations sur produits pharmaceutiques avec les États-Unis. L'Europe a investi 750 milliards de dollars aux États-Unis et 600 milliards supplémentaires aux États-Unis. Les 750 milliards, ça concerne tout ce qui est énergie. Voilà, par exemple du gaz naturel liquéfié, vous voyez. Et donc ici, quand on regarde un peu, je vais pas m'attarder sur ça, hein, vous pouvez lire ça un peu partout sur les sites. Et donc globalement, ce que j'ai dit hier dans mon article, c'est que ça ne favorise pas l'Europe, c'est mauvais pour l'Europe, vous voyez. Donc ce qu'on a remarqué depuis hier, c'est que l'euro il chute drastiquement. Commencez à remarquer depuis hier, je vais mettre le 28. Voilà, depuis hier, le 28, on voit que c'est l'euro qui sous-performe. L'euro est la devise qui sous-performe. Pourquoi? Parce que ça ne favorise pas l'Europe, aussi simple que ça. Mais pourquoi est-ce que c'est aussi violent? Parce que l'euro a assez performé. On va pas se cacher, l'euro a assez performé. Données du CFTC, regardez l'euro en surachat ici. Vous voyez, donc c'est normal quand tu as de bons catalyseurs. Donc quand tu as de bons catalyseurs et que tu as toujours du positionnement, la correction peut être très intéressante. Et donc, selon moi, simplement, c'est la raison majeure à la chute de l'euro à laquelle on assiste depuis hier. Et donc, il y a eu accord entre les États-Unis et l'Europe. Il y a la Chine aussi qui sont en train de discuter. Et donc, on voit que les choses commencent à s'apaiser. Il y a aussi eu l'accord avec le Japon. Il y a aussi eu un accord avec le Japon. Les choses commencent à s'apaiser au niveau des tensions commerciales. Et donc, on peut se dire que l'appétit pour le risque va revenir petit à petit. Et donc, ça, c'est vraiment la base et la base. Donc, on va entrer dans le calendrier sans plus tarder. Alors, la première chose sur laquelle je vais m'attarder, c'est à partir, le Jolt ici. En fait, tout ce qui est data avant la décision de taux qu'on aura aux États-Unis le 30 demain, je vais pas m'attarder sur ça, vous voyez. Et donc pour moi, ça ne va pas compter, c'est pas quelque chose que je vais m'attarder, tout ce qui est rapport Jolt. Et donc la première chose que je vais regarder, ce sont les données d'inflation en Australie. Alors pourquoi est-ce que ça sera intéressant? On va situer d'abord le contexte. On est dans un cycle de baisse de taux en Australie. On est dans un cycle de baisse de taux en Australie, voilà. Et lors de la dernière décision de taux d'intérêt, la Banque centrale a vraiment surprise. Elle a surprise en maintenant les taux, alors que le marché praissait, voilà, totalement les 25 points de base. Et donc, automatiquement, quand elle a maintenu les taux, l'annonce est sortie, le dollar australien s'est envolé. Et donc, vous voyez que la RBA, c'est pas comme la Fed. La Fed, elle n'aime pas surprendre le marché. Vous voyez, c'est pas du tout le cas de la RBA et aussi d'autres banques centrales. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut un peu savoir spécifiquement, voilà, la nature de certaines banques centrales et tout. Par exemple, la BOJ, c'est une banque centrale qui est assez dovish, c'est-à-dire son ADN même, c'est d'être dovish. Et donc, quand on va remarquer ou quand on va voir qu'il y a un petit nuage d'incertitude là, voilà, ils vont commencer à tergiverser, à sortir des propos dovish. Bon, ça, c'était une parenthèse. Et donc ici, la RBA, elle est dans un cycle de baisse de taux, mais lors de la réunion précédente, elle a surprise en maintenant les taux d'intérêt. Mais pourquoi est-ce que ces données d'inflation-là sont intéressantes? Bah, c'est tout simplement parce que c'est une donnée du premier rang. Voilà. L'inflation et l'emploi en premier lieu, c'est ce que les banques centrales regardent pour manager et driver leur politique monétaire. Et donc ici, dans cette donnée d'inflation qu'on aura demain très tôt, le plus important pour moi, ça sera ça, ces chiffres, ces données-là. Le RBA Trend Mean CPI Year over Year. Pourquoi est-ce que cette métrique-là va attirer plus l'attention? C'est simplement parce que lors de la dernière prise de parole de Madame Bullock, c'est la gouverneure de la Banque centrale, elle a parlé de ça, vous voyez. Parce que dans les prévisions de la Banque centrale d'Australie, cet élément-là, au deuxième trimestre, le trimestre de juin, il doit baisser. Vous voyez, il doit baisser. Le target de la Banque centrale, c'est entre 0 et 3%. Mais précisément, elle veut que voilà, ces chiffres-là, au milieu de la bande, c'est-à-dire à 2,5%. Vous voyez. Et donc, dans leur prévision, ils prévoient ça. Ils veulent que ce soit ils veulent que ce soit autour de 2,5%, 2,6, 2,5, 2,4. Vous voyez. Mais ici, vous voyez que le marché s'attend à ce qu'on passe de 2,9 à 2,7 sur Trading Economics. Sur Trading Economics, ce sont ces données-là. C'est le Australia Herbert Trend Mean CPI Year over Year, vous l'avez ici. Voilà, c'est celui-là, vous voyez, présentement on a 2,9. La RBA souhaite l'avoir autour de 2,5, 2,6, 2,4. Mais
lors de la dernière prise de parole de madame Bullock, je vais vous montrer ça. Et donc, lors de sa dernière prise de parole, je crois que c'était le 24, vous l'avez directement sur le site de la Banque centrale, hein. Mais si je vais juste montrer, ça c'est sur Reuters, l'article que je vous montre. Et donc ici, elle a dit quoi? Bullock a réitéré qu'il existait un risque que les données d'inflation du deuxième trimestre soient un peu plus fortes que prévu, vous voyez? Donc c'est pour ça qu'ici, voilà, on s'attend à ce que ça baisse. On s'attend à ce que ça baisse, vous voyez, mais ça à 2,7. Et donc ici, vous voyez que ces données-là peuvent être très intéressantes. Pourquoi? Parce que si ça sort et qu'effectivement, ça ne confirme pas ce que Bullock a dit, le 24 juillet lors de sa prise de parole et que ça sort par exemple à 2,5 ou voilà, quelque chose comme ça, 2,5 ou 2,6 ou même plus bas que ça serait un bon élément pour vendre du dollar australien. Parce que cela va aller dans le sens, de ce que la banque centrale veut. Ça va aller dans le sens, baisse du taux parce que c'est dans un cycle de baisse du taux que la banque centrale est actuellement. Le petit bémol à ça, c'est quoi? C'est que dans les données du CFTC, voilà ici, je vais vous montrer ça. De l'Australie ici, voilà, on est en survente ici, vous voyez? Mais gardez en tête aussi que ça, ce sont seulement les données du CME. Il peut y avoir des flux en dehors du CME qui supportent le dollar australien à la hausse, surtout que récemment, on a le cuivre qui est assez flambé à la hausse et le cuivre est assez corrélé au dollar australien et donc voilà, ça peut être des flux hors CME, des flux qui ne sont pas pris en compte, dans ces données du CFTC-là. Et donc ici, c'est le petit bémol, si on a des données plutôt basses d'inflation qui sortent. Voilà. Mais récemment, le dollar australien était quand même intéressant à la hausse. Donc je vais pas du tout, me priver de le vendre si effectivement des données assez basses sortent. Au contraire, vous voyez que ça sera plutôt intéressant pour ces gens-là qui sont positionnés de manière assez basse ici sur le dollar australien, de repartir à la hausse. Il y a quand même de la marge, il y a assez de marge, vous voyez. Si on a des données plutôt solides. Si les données qui sortent confirme ce que Bullock a dit. Ici, c'est pire que les attentes du marché ici. Vous voyez, disons qu'on sorte à 2,8 ou 2,9. 2,8 même, c'est l'attente maximale. Supposons même qu'on saute à 2,9 et donc vous voyez qu'ici, ça va surprendre, tous les acteurs qui ont été sondés pour ces données-là et donc ici, prendre le dollar australien à la hausse sera très intéressant. Pourquoi est-ce que ça soit aussi intéressant dans ce sens-là? Parce que on a tout ce qui est détente qui commence à se mettre en place. On a des accords un peu partout, Japon, Europe, Chine, qui sont en train de se mettre en place et donc il y a l'appétit pour le risque qui peut revenir de plus en plus, vous voyez? Donc prendre aussi le dollar australien à la hausse dans ce sens-là, ça peut être très intéressant. Donc ça, ce sont les 2 scénarios des 2 côtés. Donc ces données-là vont être très déterminantes, pour la suite. Et donc ça, c'est l'inflation en Australie. Alors après ça, qu'est-ce que je vais regarder qui sera intéressant pour moi? Alors le 30 aussi, on aura la décision du taux au Canada. Je vais vous montrer d'abord qu'est-ce que voilà, ici, la banque centrale devrait maintenir ses taux. Voilà, c'est ce que le pricing montre ici. Donc la banque centrale va sortir, va maintenir les taux récemment. Il faut dire que les données au Canada n'ont pas été dégueulasses, voilà. Les récentes données d'emploi ont plutôt été solides, voilà, il y a pas de raison, on est encore en discussion avec tout ce qui est tarif douanier avec le Canada et tout, donc je pense pas que la banque centrale va vouloir rester dans l'attente, qu'on ait plus de clarification avec, les tarifs douaniers au Canada et tout. Si on regarde au niveau du saisie, là, je suis dans la communauté privée des membres de la formation, vous allez voir que les récentes données, si on agrège toutes ces données-là au Canada, le Canada ici, c'est en bleu là, vous voyez? Voilà, on voit qu'on est sur une tendance montante quand même, vous voyez? Donc récemment, on est sur une tendance montante, donc la banque centrale, ça, c'est toutes les données agrégées, voilà, en termes de surprise et donc je vois pas la banque centrale faire de mouvement ici, donc c'est pas quelque chose, d'intéressant et donc la décision du taux en elle-même, ne sera pas intéressante, c'est plutôt ce qui sera dit après qui sera intéressant. Donc après, qu'est-ce qu'on aura? Et donc après, on vient sur la banque centrale des États-Unis, la Fed. Alors, on va voir comment est-ce que le marché est positionné. Le marché est positionné pour la Fed. La banque centrale des États-Unis, l'une de ses caractéristiques, c'est qu'elle n'aime pas surprendre le marché. Et donc ici, la manière dont le marché est positionné, c'est ce qu'elle va faire. Voilà, vous voyez. Donc ici, le marché est positionné price, voilà, le maintien à presque 100%. Donc la banque centrale va sortir à maintenir les taux main. Mais ce qui sera dit après sera ultra, ultra intéressant. Si vous regardez présentement le dollar, il flambe. Voilà, le dollar, il flambe à la hausse comme ça, actuellement. En partie à cause de l'accord qui a été fait entre les États-Unis et l'Europe. Cela avantage majoritairement les États-Unis. Et donc ici, vous voyez que ça flambe. Donc, ce qui sera dit lors de cette réunion-là après, est-ce qu'il y aura une direction plutôt hawkish ou dovish, vous voyez? C'est ce qui sera très intéressant, c'est comme ça que c'est ce sur quoi les attentes seront. Voilà, l'addition du tour d'elle-même, c'est déjà un acquis, il y aura maintien et donc la conférence de presse sera très, très, très intéressante. Pourquoi? Parce que si vous suivez un peu ce qui se passe au niveau de la Fed, les pressions de Donald Trump sur Powell pour baisser les taux d'intérêt, les différents membres au sein de la Fed qui sont en train présentement de lutter pour,
avec les propos, notamment Waller, Goolsby pour prendre la place de Powell parce qu'il part l'année prochaine. Et donc, vous allez constater qu'il y a assez quand même de choses qui se passent au niveau de la Fed présentement. Et donc, en fonction de ce qui sera dit dans cette décision de taux-là, le dollar sera fortement impacté. Présentement, on voit qu'il y a une détente au niveau des tensions commerciales. Il y a de plus en plus d'accords qui sont en train d'être signés. Ça aussi, c'était un élément qui pesait sur tout ce qui est décision de la Fed. C'est l'une des raisons aussi qui faisait qu'elle était en attente. Il y aura plus de clarification au niveau des tensions commerciales et tout, mais les choses sont en train de s'apeser. Est-ce que ça sera suffisant pour Powell et les membres de la Fed de tourner de plus en plus de dovish vers le sens de Waller et Goolsby? Ça, c'est à voir. Est-ce qu'ils vont maintenir cette habitude attentiste en attendant de voir encore plus de données? Parce que la même semaine, on aura assez de données intéressantes. Bon, on aura le NFP et aussi on aura l'ISM. Donc, est-ce qu'ils seront encore dans l'attente pour voir un peu les chiffres de l'inflation? Est-ce qu'on commence encore à avoir de plus en plus l'impact des tarifs douaniers sur l'inflation à laquelle on a assisté? Ça, on a pu profiter de ça, hein. C'est quelque chose dont on a parlé dans la communauté privée des membres de la formation. Je vais vous montrer ça ici. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, ça, c'était au niveau des chiffres d'emploi le 3 juillet, le NFP. Et donc, j'avais dit que, en fait, le dollar est assez bas au niveau des données du CFTC. Et voilà, ici. On est remonté un peu, mais il était assez bas. Et donc, on avait une surprise au niveau des datas d'emploi. Vous voyez? Et donc, c'était cette bougie-là ici. Et donc, moi, je suis rentré ici. C'est le plan que j'avais dit ici. Après, on a eu aussi des datas de l'inflation aux États-Unis qui étaient plutôt intéressantes par rapport aux attentes du marché. C'était plutôt solide. Et donc, ce qui a commencé à apparaître, c'est quoi? C'est que on a commencé à voir les impacts des tarifs douaniers. Et donc, c'est possible que la Fed souhaite encore attendre plus de données d'inflation pour pouvoir commencer à bouger, vous voyez, efficacement et avec de fortes convictions. Et donc, les deux sens sont ouverts. Les deux sens sont ouverts. Moi, je préfère qu'on ait une sortie au quiche, voilà, pour que le dollar continue à monter comme ça. Mais toutes les données qu'on aura après, je vais vous montrer ça. On aura l'ISM et puis le NFP en bas. Toutes ces données-là, en fonction de ce qui sera dit dans la conférence de presse, la décision du taux, ces données-là seront traduites et seront analysées en fonction de ce qui sera dit là-bas. Vous voyez, donc cela marquera un gros tournant. Après, je vais avancer rapidement. Rapidement, on aura la décision du taux au Japon. Ici, au Japon, le marché s'attend à ce que la banque centrale maintienne les taux, voilà, presque à 100%. Récemment, les choses se sont améliorées au Japon. On a eu un accord commercial avec USA et Japon. Et ce matin, je lisais un article disant que j'ai traduit ça en français. Voilà. En fait, il y a de plus en plus de pression sur la BOJ pour qu'il monte les taux, vous voyez. Et donc ici, ça, le PDG de Suntory, voilà, qui a déclaré que la banque centrale doit monter les taux. Voilà. Mais si vous suivez un peu la BOJ, vous savez que c'est une banque centrale qui déteste tout ce qui est incertitude. C'est vrai qu'il y a le paysage qui commence à se clarifier de plus en plus, voilà. Donc ça lui laisse l'opportunité de monter les taux. Ça lui laisse l'opportunité de monter les taux. Vous allez voir que même après que, on a eu accord USA-Japon, vous allez voir qu'ici, le pricing même a monté. Voilà, récemment, c'est un peu diminué, mais c'est monté presque à 25 en fin d'année. Voilà, une baisse de taux cette année encore de la banque centrale de Japon. Et donc ça, on peut dire que c'est un élément d'incertitude qui libère un peu la BOJ dans son cycle de hausse de taux. Mais récemment, on a eu aussi les élections au Japon. Il y a le LPD qui a perdu sa majorité. Et donc, présentement, ils sont en train de discuter au niveau politique. Il y a l'incertitude politique, en gros. Ils sont en train de discuter au niveau politique. Est-ce qu'il va rester ou pas? Voilà. Donc ça, pour la BOJ, c'est un élément d'incertitude, vous voyez. Et donc c'est assez logique ici que le pricing soit pour maintien de taux, vous voyez. La BOJ, c'est vraiment une banque centrale qui n'aime pas tout ce qui est incertitude. Du moment qu'il y a une incertitude, attendez-vous à ce qu'elle fasse des sorties dovish. Mais récemment, on a vu que il y a eu des sorties quand même de la BOJ, du monde de la BOJ qui ont apprécié l'accord entre les USA et les États-Unis. Et donc ici, ça sera très intéressant aussi de voir. Il y aura métier, mais après, dans la prise de parole et tout, est-ce que ils vont et donc ça encourage dans notre politique de monter le taux, et cetera. Donc, on a envie de propos comme ça, surtout que présentement le yen est assez bas, hein. Le yen est assez bas et cela même pèse sur les consommateurs japonais, voilà. Il y a assez de critiques par rapport à ça. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il y a le LPD qui a perdu sa majorité parce que le pouvoir d'achat japonais est assez faible actuellement, parce que l'inflation est assez haute. Donc tout ceci sera scruté, voilà, au niveau de la BOJ dans sa conférence de presse après sa décision de taux. Et donc maintenant, on va continuer.
Avec des données, on aura des données aussi d'inflation en Europe, en Allemagne, en France et tout. Donc ça, c'est des petites données à regarder, mettre, à inclure dans le narratif, Europe, le narratif, BOE. Et donc ça, je vais pas m'attarder sur ça, hein. C'est pas des choses sur lesquelles on doit s'attarder, c'est plutôt les éléments c'est plutôt les éléments à regarder pour une analyse globale. Et donc on aura des données dans les différents États d'Allemagne et puis en Allemagne eux-mêmes ici. Alors ça, c'est plutôt le 31 juillet. J'ai oublié de dire aussi que, un des éléments aussi de cette, semaine, parce que c'est aussi l'un des éléments qui fait que cette semaine est particulière, assez chargée, c'est qu'on est dans la fin du mois. Il y a ce qu'on appelle le month end flows. Ce sont les flux de fin de mois. Vous voyez, les flux de rééquilibrage des entreprises et tout. Par exemple, si tu as une entreprise aux États-Unis, si tu une entreprise, un fonds d'investissement aux États-Unis et que tu as des actifs en Europe, en Asie qui ont performé, ce faisant, il y a des flux d'une devise vers une autre. Vous voyez, parce que tu rapatries tes bénéfices en convertissant les devises étrangères en ta devise locale. Vous voyez? Et donc, il y a ces flux-là aussi qui sont à prendre en compte à la fin du mois. On doit toujours avoir ça en tête lorsqu'on trade en fin de mois. Ce sont des flux de fin de mois, le month end flows. Ce sont des flux qui n'ont rien à voir avec la fonda pure, pure, pure. On peut avoir des mouvements sur des devises assez volatiles et bizarres. Un élément de plus à prendre en compte lorsqu'on se positionne durant cette semaine. Et surtout à faire attention à ça dans les fins du mois, notamment cette semaine. C'est un élément de plus qui ajoute au fait que cette semaine est assez terrible. Après ça, qu'est-ce qu'on aura? Il y a les allocations de chômage ici. Je vais pas m'attarder sur ça aussi, c'est un élément de plus à regarder pour, inscrit dans le narratif USA, dans l'évolution des choses aux USA. La récente donnée d'emploi était plutôt solide aux États-Unis, c'est sur ça que je vais arriver d'ailleurs. Tout ce qui est l'NFP, le NFP c'était assez solide, c'est d'ailleurs le déclencheur, c'est l'élément qui a déclenché mon entrée en position ici et après le reste a suivi et donc c'était assez surprenant, vous voyez? C'était assez surprenant, ça a surpris quasi tous les acteurs du marché et donc emploi, chômage et salaire et donc la chose à retenir ici, c'est que bon, ici, vous voyez que le range de forecast est assez volatile et c'est assez large, voilà. Donc c'est pas la peine d'essayer de prédire ça, c'est pas la peine. Ce qu'il faut faire, c'est plutôt réagir après ces données-là, soit en scalping ou soit en mettant ça en ligne avec ce que la Fed va dire plus haut. Vous voyez le 30 là, dans sa décision de taux d'intérêt, de mettre ça en ligne, d'analyser ça et de mettre ça en ligne avec ce que la Fed va dire plus haut, vous voyez, pour essayer de vous positionner sur le dollar en fonction des données qui vont sortir et en fonction de ce que la Fed va nous sortir lors de sa prise de parole. Donc, c'est pas la peine d'essayer de prédire ça. La meilleure chose à faire, c'est plutôt d'agir après ces datas-là. Juste ce qu'on a dit par rapport à ça, c'est que les récentes données d'emploi étaient plutôt solides. Voilà, ça a surpris à la hausse, ça a surpris la majeure partie des gens. Donc, c'est ce qui a entamé la hausse du dollar que je vous ai montré tout à l'heure. Après ça, on aura aussi des données ISM, manufacturiers ici. Voilà, ça sera intéressant aussi à voir. Et cela sera mis en contexte avec ce que la Fed va dire plus haut. On va terminer la semaine avec les données, de l'université du Michigan. Bon, ce sont les données finaux. Les données finaux n'ont pas trop de poids, sauf si on a de grosses déviations. Mais on va quand même regarder ça pour terminer la semaine en beauté. Et donc, c'est tout ce qu'on aura durant cette semaine. J'espère que cette vidéo était assez claire. N'hésitez pas à laisser des questions si vous en avez. N'hésitez pas à nous rejoindre dans la formation ou de mon groupe d'analyse FS Swing Trader. Présentement, il y a une promotion. Ceux qui rejoignent la formation, vous avez droit à un mois d'essai gratuit pour mon groupe d'analyse FS Swing Trader. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Sur ce, on se dit ciao.